Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine où on va parler d'un thème ô combien à la mode en ce moment. Je l'entends à toutes les sauces, je l'entends en consultation à plus savoir quoi en faire. Je crois que c'est la nouvelle excuse à la mode, la nouvelle étiquette qu'on aime bien se poser sur le front et qui justifie notre inaction, notre incapacité à faire les bons choix, notre incapacité à nous respecter, notre incapacité à nous barrer quand on devrait vraiment se barrer. Bref, notre incapacité relationnelle à se choisir en même temps qu'on peut choisir bien sûr les autres aussi. Il ne s'agit pas d'être des gros égoïstes, on est bien d'accord. Donc ce thème, je vous le donne en mille, c'est celui de la dépendance affective. Si tu me connais pas, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Gaëlle. Je suis thérapeute individuelle et thérapeute de couple. Et j'aide les gens et les couples à déconstruire leurs fausses croyances, à découvrir leurs angles morts pour pouvoir construire des relations et des vies à leur hauteur, à leur image, loin de ce qu'on attend d'eux en termes de société, en termes de famille, en termes d'idéaux, mais vraiment trouver des choses qui sont sur mesure pour eux, pour que leur vie leur ressemble, parce que je crois que c'est ça la clé de l'épanouissement. Aujourd'hui, on va donc parler d'un concept qui existe vraiment, c'est celui de la dépendance affective, mais qui est galvaudé et qui a été, comme beaucoup de concepts de psychologie, vulgarisé et démocratisé et utilisé désormais dans le jargon quotidien, comme si c'était quelque chose qui était normal, comme si c'était quelque chose qui avait toujours été là, comme si, voilà, c'est le truc du moment, tout le monde est dépendant affectif, en tout cas, toutes les personnes qui n'arrivent pas à se choisir sont de fait dépendantes affectives, toutes les personnes qui ont envie et besoin d'être en couple fusionnel sont dépendantes affectives, toutes les personnes qui ne partent pas quand elles devraient partir sont dépendantes affectives, toutes les victimes d'emprise sont dépendantes affectives, bref, on l'entend à toutes les sauces et même pour décrire des phénomènes qui sont complètement opposés. Vraiment, je l'entends de personnes en consultation avec moi qui sont non dépendants affectifs, mais qui, à force d'avoir été brainwashés, avoir été endoctrinés par tout ce qu'on voit sur les réseaux, pensent qu'ils le sont devenus. Alors que vraiment, non, ils ne sont pas du tout dépendants affectifs, loin de là. Et à l'inverse, des personnes qui sont vraiment dans cette perte identitaire, qui se fondent dans l'autre, qui sont prêts à tout abandonner pour l'autre et qui en oublient jusqu'à leurs propres limites, leurs propres valeurs, leurs propres besoins, et littéralement deviennent des serpillères humaines, vraiment, ça devient des carpettes. Ils se font marcher dessus en long, en large et en travers par tout le monde. Eh bien, eux, du coup, ils utilisent cette carte-là de la dépendance affective comme si c'était une explication qui justifiait leur inaction. Et c'est ça le gros danger. Et c'est pour ça que je vous mets souvent en garde ici contre les étiquettes. C'est qu'une fois qu'on en a trouvé une qui expliquait nos comportements, le risque, c'est de s'en servir pour surtout ne pas changer de comportement. Comme si c'était « Ah, non mais je peux pas, je suis dépendant affectif. J'arrive pas à partir, je suis dépendant affectif. » Non, c'est juste une caractérisation d'un phénomène qu'on observe avec toi. C'est pas une limitation. On n'est pas en train de te dire que t'es unijambiste. On n'est pas en train de te dire que t'es devenu aveugle. C'est pas ça qui est en train de se passer. On n'est pas en train de te dire que tu as telle caractéristique, donc tu ne peux rien faire. C'est pas du tout ça. Sauf que c'est comme ça que c'est vendu sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que c'est vendu dans le monde du dev perso, et ça remplit les cabinets de psy, évidemment, parce que du coup, si c'est une vraie tare, si c'est un vrai problème, bah du coup, autant passer des années en thérapie à essayer de le régler. Alors que non, c'est juste un terme que nous, on utilise pour décrire des dynamiques. C'est tout. C'est vraiment pas plus que ça. Donc, c'est comme les liens d'attachement anxieux, évitants, ambivalents, sécures, Ça ne justifie en rien le fait de rester dans des relations. Ce n'est pas une étiquette qu'on va se coller et que se dire « Ah, non, moi, je peux pas m'engager, je suis évitant. Ah, non, moi, désolé, j'arrive pas à quitter l'autre parce que je suis attachement anxieux. » Mais non, les gars, c'est juste des mots que nous, on utilise pour décrire des dynamiques. Et à la limite, on n'aurait même jamais dû en parler aux patients, parce que je pense que en avoir parlé, c'est très bien, ça vulgarise, ça permet d'expliquer ce qu'on a nous dans nos têtes quand on est de l'autre côté avec nous qui portons la blouse ou bien nous qui soyons thérapeutes, soignants, psychologues ou quoi que ce soit, même coach, ça permet d'expliquer nos démarches intellectuelles, mais ça n'est pas du tout en soi des termes qui sont censés aider à rester dans sa merde. Et je crois que le problème, il est là. Je vais vous lire ce que je m'étais écrit pour préparer cette vidéo, parce que pour une fois, je l'ai préparé. Et ouais, alors j'ai pas scripté, mais je m'étais mis un petit mot parce que je trouvais ça super cool. Donc la dépendance affective, c'est la nouvelle excuse à la mode pour ne pas agir, ne pas se tenir, ne pas avoir de principes et de valeurs, ne pas partir, ne pas se redresser. Vous savez combien c'est important pour moi de se tenir droit. On n'est pas dépendant affectif. On est juste trop lâche pour agir de façon à se respecter.
Voilà. Ça vous donne une idée de ce que je pense. Et ça, je pense que c'est assez important de l'avoir en tête parce que cette vision de la dépendance affective, quand on la voit comme de la lâcheté ou quand on la voit comme quelque chose qui n'est pas vraiment une maladie, un problème qui nous serait tombé dessus dans l'enfance et que on peut rien faire, c'est comme ça, on est né comme ça. Quand on ne le voit plus de cette façon-là, du coup on retrouve notre capacité d'action, notre libre arbitre, nos choix, notre pouvoir. Et c'est un peu ça, moi, que je prône sur cette chaîne, c'est retrouvons notre responsabilité individuelle, retrouvons notre souveraineté, notre liberté de choix, parce que notre pouvoir en tant qu'humain, il est là-dedans. Donc, je crois que c'est important de débunker cette idée de la dépendance affective. Et un angle pour la débunker, c'est que... Comment je vais pouvoir dire ça gentiment ? En fait, déjà, la notion même de dépendance affective, faut bien avoir conscience que c'est quelque chose dont on ne peut pas parler dans des sociétés où la notion de famille est au cœur. Vraiment, pour vivre en Amérique latine depuis un petit moment, je vous assure que les schémas sont complètement différents. C'est tout à fait normal ici d'appeler sa mère 4 fois par jour, d'aller manger en famille tous les dimanches. C'est tout à fait normal de dépendre de son conjoint, de sa conjointe pour faire des choses. Bref, on est beaucoup plus nucléaire, on est beaucoup plus interdépendants les uns des autres. Et de fait, il n'y a pas cette notion de dépendant affectif. Ça, c'est un terme qui est né dans des sociétés occidentales où l'hyper-indépendance a été prônée comme conne, ouais, aussi, vachement conne cette idée, mais bref, a été prônée. Putain, je vais reprendre du café, je suis désolée, je suis pas encore réveillée. Désolée pour les misophones. C'est pour les petits bruits de bulles. Donc, cette idée de la dépendance affective a été prônée dans des sociétés hyper individuelles où on va valoriser l'indépendance comme la nouvelle source de bonheur, la nouvelle voie pour être épanoui. Le problème, c'est que c'est pas ça la vérité. C'est pas ça la seule façon de faire. C'est pas ça la clé du sentiment de paix intérieure. C'est pas se couper des gens pour du coup être bien seul. Je dis pas qu'il faut pas être bien seul, hein. On est d'accord. Je suis la première à prôner ce truc-là aussi. Mais il y a une différence entre être bien seul et n'être bien que seul. Parce qu'en réalité, quand on me dit « Ah oui, mais non, il faut pas être dépendant affectif, il faut savoir être bien célibataire, en général, ce qui se cache derrière, c'est des gens qui ont la frousse de se retrouver en couple et de dépendre de quelqu'un. Parce qu'on voit encore une fois la dépendance affective, la dépendance envers quelqu'un comme quelque chose de négatif. Je rappelle à tout le monde que dans les étapes classiques décrites dans les construction de couple, ça ne s'applique pas à tout le monde bien sûr, mais voilà, en général, il y a une première étape qui est une étape de dépendance, une étape de fusion, où en fait, ce qui se passe, c'est que deux personnes se rencontrent et veulent passer tout leur temps ensemble. Ce truc-là, si chimiquement notre cerveau nous a amené à le faire, si l'évolution biologique de notre corps d'être humain nous amène à faire fusion, c'est pas pour rien, hein. La nature ne se plante pas si souvent que ça quand même. C'est que cette phase-là, elle est importante pour permettre d'être suffisamment liés pour supplanter, dépasser nos différences. Elle nous lie pour réussir à dépasser nos différences. Et c'est important de l'avoir en tête parce que du coup, là, il ne s'agit pas de dépendance affective. Non, il s'agit juste d'une étape dans un couple qui est normale. Et je vais aller plus loin. Il y a des personnes qui sont dépendants affectifs, entre guillemets, de leur famille, de leurs amis, pas forcément que de leur mari ou de leur femme. Ceux-là, du coup, qu'est-ce qu'on dit, ils sont pathologiques, c'est quoi le truc ? En général, quand je les vois, ce sont des personnes qui aiment juste beaucoup être au contact des autres. Et je vois pas à quel moment dans cette société dégénérée, on a dit que vouloir être au contact d'autres je vais le refaire. Je ne vois pas à quel moment dans cette société de dégénérés, on a dit que vouloir être au contact d'autres êtres humains était un problème. Dépendre des autres êtres humains était un problème. Faut bien se rendre compte que si on est dans des sociétés individualistes, c'est sociétalement, voilà, on va dire de façon sociologique, c'est aussi parce qu'il y a la chute des États, le chute du pouvoir des États. Donc naturellement, c'est ce qui se passe quand les États se font naufrage. En fait, les individus se replient sur eux, certes, mais il y a aussi le fait que dans une société capitaliste, on gagne à ce que les gens s'individualisent parce que forcément, si on ne
met plus en communauté, en bien commun, je sais pas, la machine à laver, chaque maison va devoir en acheter une. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, comme on peut avoir en Amérique latine, mais même en Suisse, il n'y a pas besoin d'aller si loin. En Suisse, c'est très fréquent de voir que dans les immeubles, il y a une machine à laver commune en bas, une sorte de, laverie commune, parce que tout le monde n'a pas besoin d'une machine à laver H24. Seulement, ça fait vendre vachement plus. Si on dit que non, surtout, on va pas compter sur nos voisins, on va certainement pas s'entreprêter les uns les autres des perceuses ou bien des tondeuses à gazon, des choses comme ça, surtout pas faire ça. Non, on va chacun avoir la sienne. Faut bien comprendre que ces trucs-là, il est dans une dynamique aussi sociétale. Et je suis pas là pour blâmer le capitalisme, je suis juste en train de décrire des fonctionnements. Et n'empêche que, dans la société qui pour moi est en train de dégénérer complet, la société occidentale, société qui est en train de dégénérer complet, je crois que on est en train de diaboliser le fait de juste avoir besoin les uns des autres. Je vois trop de gens qui sont seuls en consultation. Je vois trop de gens qui sont tristes et seuls et mal de ça. Et comme on a peur de devenir dépendant affectif, comme si c'était la maladie du siècle, comme si c'était quelque chose qui pouvait nous tomber dessus, comme si on allait du coup devenir des sortes de, je sais pas, de sous-êtres qui sont plus capables de tout faire tout seuls, qui sont plus capables d'être indépendants. Ah, mais toi, t'arrives pas à être célibataire, nanana. Enfin, faut voir le niveau auquel on arrive quand même. Évidemment que c'est important de pouvoir être bien seul, on est bien d'accord. Évidemment que c'est important et je le prône suffisamment, savoir mettre ses limites, savoir verbaliser ses besoins, savoir faire du tri dans son entourage. Ok. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'on a trié, qu'on n'a plus laissé les cons rentrer, qu'on a mis tous les cons qui étaient déjà rentrés dehors, qu'on a choisi des gens sur qui on peut compter, etc., j'espère bien qu'on dépend d'eux. J'espère bien, c'est quand même le concept d'une société. Si on veut faire des communautés, des sociétés, des choses qui fonctionnent, il faut qu'on dépende les uns des autres. Un minimum. Donc, d'un côté, on est en train de le diaboliser, et de l'autre, on s'en sert pour surtout pas se barrer dans des situations où il faudrait qu'on se barre. Desquels il faudrait qu'on se barre. Donc c'est quand même un peu paradoxal tout ça. C'est qu'on diabolise d'un côté et on s'en sert comme d'une excuse de l'autre. On est encore sur les grands mouvements de polarité là où les sociétés partent dans les extrêmes les uns des autres. En réalité, si on arrêtait de parler de dépendance affective, si on arrêtait de dire ça, oublions le terme, ça n'existe pas. On va juste dire que les êtres humains sommes des animaux sociaux et que c'est normal de vouloir passer du temps avec les gens qu'on aime. C'est normal de vouloir parler à la femme ou l'homme qu'on aime plusieurs fois par jour. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a un problème, bien sûr, quand l'autre n'est pas d'accord pour jouer à ce jeu-là. Mais en fait, en soi, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que si on veut parler donc des liens d'attachement, des dynamiques de couple, etc., on ne voit, nous, thérapeutes de couple en consultation, que les couples où il y en a un des deux qui n'est pas d'accord pour jouer à ce truc-là. S'il y en a un qui a décidé que se faire appeler 3 fois par jour, c'était oppressant, et que l'autre a besoin d'appeler l'autre 3 fois par jour, là, il y a un problème. Mais quand les deux sont d'accord pour se faire appeler 3 fois par jour, pour s'envoyer des messages tout le temps, il n'y a aucun souci. Quand les deux sont d'accord pour ne pas se parler pendant une semaine, il n'y a aucun problème non plus. Donc, il faut bien se rappeler que tous les concepts qu'on est en train d'expliquer sur oui, un couple normal, c'est ci, il faut faire ça, c'est juste les couples que nous, on voit en consultation. Ce sont ceux qui ne fonctionnent pas. Tous ceux qui fonctionnent ne viennent jamais, donc on ne sait pas qu'ils fonctionnent. Il faut bien se rendre compte que la science, c'est beaucoup ça. Enfin, en tout cas, toutes les démarches d'explication de phénomènes sont basées sur ce qu'on observe comme étant dysfonctionnel. On oublie tout le bon. On oublie tout ce qui fonctionne. Donc, faut jamais oublier ce truc-là. En fait, vous n'avez pas de problème parce que vous avez très envie de faire fusion avec quelqu'un. Évidemment, je vous invite à bien choisir ce quelqu'un. Parce que faire fusion avec n'importe qui, c'est pas une bonne idée non plus. On est bien d'accord. J'ai déjà fait largement des vidéos sur les hommes scorpions, les femmes serpents, ce genre de choses. Non, scorpion, pas le signe astrologique pour la énième fois. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de crédit. Por favor. Donc bref, voilà, je crois qu'il est temps d'oublier ce terme-là. On va pas dire dépendant affectif, on va juste se rappeler que il y a des gens qui aiment bien être très très proches des autres. Parce que ça leur fait du bien d'être en communauté, ça leur fait du bien de ça. Ok, très bien. Ceux-là, on va pas aller leur dire qu'ils sont dysfonctionnels. On va juste leur demander s'ils ont des relations compliquées, s'ils sont souvent déçus, s'ils se font marcher dessus, de venir respecter leur propre libre arbitre, leur propre barrière, leur propre liberté individuelle, venir respecter qui ils sont. Et on s'en fout de pourquoi est-ce qu'ils se font marcher dessus. C'est pas la question. La question, c'est pas pourquoi on en est arrivé là. La question, c'est comment on s'en sort. Ça n'a rien à voir.
On s'en fout de savoir si vous êtes comme ça parce que vous avez tel schéma, tel schéma, tel schéma. Parce que d'ailleurs, le moment où ils se rendent compte que c'est parce que leur mère, parce que leur père, parce que leur oncle, parce que je sais pas quoi, eh ben, en fait, ils restent quand même dans les mêmes dynamiques. Parce que ça ne suffit pas à changer. Alors qu'à l'inverse, quand ils se rendent compte que, ah oui, là, avec cette personne, je me laisse complètement piétiner, ben, peut-être que là, on a moyen de juste changer ça sans aller remonter nos arrière-grands-pères et toute la lignée ancestrale. Peut-être juste, on peut se dire, ok, bah, la prochaine fois que ça arrive, comment je réagis? Comment j'apprends à poser mes limites? Comment j'apprends à dire non? Comment j'apprends à dire stop? Comment j'apprends à me faire confiance pour partir d'une relation quand c'est le bon moment de partir? Et pas trop tard, quand je me suis fait largement piétiner. C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser, parce qu'en fait, la notion de la dépendance affective, on s'en fout, on s'en carre le cul. Hein. Ce qu'on veut savoir, c'est à quel moment on s'abandonne soi. Parce que la blessure d'abandon, de j'ai été abandonné, non, je vais pas le savoir. Sauf ceux qui ont vraiment fini en orphelinat, qui ont vraiment été littéralement abandonnés. Ok, d'accord, mettons. Mais la majorité des gens qui disent « Ah, j'ai une blessure d'abandon », en réalité, non, on n'a pas été abandonné. On s'abandonne nous-mêmes tous les jours, copieusement. Parce qu'on a envie de dire non et on dit oui. Parce qu'on a envie, encore une fois, de correspondre à la belle personne, une bonne personne, une gentille personne. Je rappelle à tout le monde qu'une gentille personne n'est pas quelqu'un qui dit oui quand elle veut dire non. Ça, c'est juste une personne trop lâche pour assumer ce qu'elle pense. Une gentille personne est une personne qui dit oui quand elle a envie de dire oui. Pour de vrai, parce que naturellement, elle est comme ça. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc, rappelons-nous, effectivement, que c'est pas grave d'avoir besoin les uns des autres. C'est pas grave de dire j'ai besoin. Ouais, voilà, je vais te dire un truc. Là, je pense que ça va vraiment calmer 2-3 personnes. Je peux réussir à combiner. Pardon, je la refais. Je vais prendre un café avant d'ailleurs. J'appelle toutes les femmes modernes, indépendantes, qui prônent la liberté individuelle et la souveraineté comme moi, à bien se regarder dans une glace et à se demander si elles sont capables de dire à voix haute « J'ai besoin de mon homme, j'ai besoin de mon partenaire, j'ai besoin de mon mari, j'ai besoin de l'homme que j'ai mis dans mon lit. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui pour vivre, j'ai besoin de lui pour être heureuse, j'ai besoin de lui. Parce que si jamais vous n'arrivez pas à dire cette phrase, c'est pas que vous êtes forte et indépendante, c'est que vous êtes tellement blindé, tellement replié dans votre forteresse que vous n'arrivez plus à faire confiance à l'autre. Que la confiance n'excluant pas le contrôle, jolie phrase qu'on utilise beaucoup, vous ne laissez plus l'autre rentrer. Parce que les grandes dynamiques de « oui, le couple, l'autre doit être un bonus », ne doit pas être essentiel à ma vie, c'est des façons de privilégier la relation comme priorité, ne pas privilégier l'autre comme sa propre priorité. Parce que le moment où on commence à prioriser l'autre, là on devient fragile, parce que l'autre on ne le contrôle pas. La relation, on a un peu de poids dessus. On ne contrôle jamais un autre être humain et on le sait en tant que femme, donc on ne devient pas masochiste au point de dépendre de quelqu'un qu'on ne contrôle pas, qui en plus serait un homme. Je vais le redire sous un autre angle. Si t'es en couple avec quelqu'un, j'espère que t'as pas peur de dire « j'ai besoin de lui » ou « j'ai besoin d'elle ». Parce que ça marche évidemment dans les deux genres. J'espère que t'as pas peur de dire ce truc-là. J'espère que t'es suffisamment fort ou forte, indépendant ou indépendante, pour pouvoir te permettre de dire ce genre de phrase « j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle ». J'espère que t'as plus rien à prouver en termes d'indépendance au point de réussir à dire ça droit dans les yeux à qui veut bien l'entendre de « oui, j'ai besoin de mon mari, oui, j'ai besoin de ma femme ». Sinon, si t'es plus occupé à raconter combien t'es une femme ou un homme fort, indépendant, c'est surtout les femmes en ce moment qui prônent ce discours-là et je comprends bien pourquoi. Hein. Je suis la première à soutenir ce genre de dynamique, mais juste regardons cet angle mort-là qui nous touche, nous particulièrement les femmes modernes, occidentales. On est trop occupé à montrer, à prouver, à démontrer au monde qu'on est forte, indépendante et qu'on a besoin de personne. Et cette démonstration-là, en tant que telle, montre à quel point on n'est pas si forte, si indépendante que ça. Parce que la vraie force, la vraie indépendance, c'est de pouvoir dire haut et fort, j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de mon mari, sans que ça vienne toucher à ma force, mon indépendance et ma capacité à me barrer le jour où ça ne me va pas. Donc attention à ce qu'on montre et à ce qu'on prône, parce que souvent, ça en dit très très long sur ce qui n'est pas encore construit chez nous. Donc à l'inverse, moi je respecte beaucoup les personnes qui disent « si, j'ai besoin de l'homme que j'aime, j'ai besoin de la femme que j'aime ». Parce que ceux-là, ils ont la vraie force.
Ceux-là, ils savent ce que c'est faire famille, faire foyer, construire, dépendre l'un de l'autre, construire un couple. Et ils ont en général beaucoup moins peur que de se perdre dans la relation parce qu'en fait, la relation, c'est leur refuge. C'est pas leur faiblesse, c'est pas une zone de danger. Donc attention à ce qu'on raconte et comment on le verbalise parce que souvent, c'est un peu l'illustration parfaite de ce qu'on est au fond, par miroir, par négatif. Donc en d'autres termes, si je reparlais à la Gaëlle il y a une dizaine d'années, qui était vraiment le cliché, je sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais vraiment le cliché de la gaucho de base. Donc je viens d'une famille politique communiste, syndiquée, gauche, extrême gauche évidemment. Donc j'étais, à ce moment-là, il y a une dizaine d'années, j'étais féministe activiste, écolo, clairement pro, allié LGBTQIA+, même si à ce moment-là, je crois pas on avait rajouté le A et ni le plus d'ailleurs. Bref, j'étais là-dedans. Et je prônais l'individualisme dans le sens de valeur, une femme doit pouvoir être droite toute seule, faire tout toute seule. Bref, j'étais ce petit cliché de la femme forte, moderne, indépendante qui a saisi sa liberté à bras-le-corps. Je voudrais vraiment m'adresser à moi du passé et me dire, meuf, si t'étais si sûre d'être si forte, peut-être t'aurais juste pas honte de dire que t'as besoin du mec avec qui t'es. Et je pense que si j'avais entendu ça à ce moment-là, j'aurais compris que je me berçais d'illusions. J'aurais compris que tout ça n'était que une sorte d'armure que je me mettais pour essayer de pas souffrir autant, parce qu'en fait, dépendre des autres, c'est vraiment une force. Ça demande une force de fou, et ça nous apporte de la force de dingue. Mais ça demande une force de fou, ça demande de faire confiance. Et moi, j'étais pas capable de faire confiance à ce moment-là, puisque l'autre, et surtout l'homme, était un danger potentiel. Donc je crois que la dépendance affective, ça demande énormément de force, ça demande énormément de courage, ça demande énormément de confiance, ça demande énormément de résilience, ça demande énormément de résistance intérieure, ça demande tout ça. Donc moi, quand les personnes me disent ça en consultation de « Ah non, je peux pas partir parce que je suis dépendant affectif ou dépendante affective », je leur rappelle ce truc-là, que mais justement, vous savez ce que ça demande de confier en l'autre tous ses espoirs, tous ses rêves, tous ses projets, d'y croire, de voir en cette personne que le bon, la force que ça demande. C'est beau, c'est pur, c'est voilà. Et à force de l'avoir diabolisé, parce qu'évidemment, il y a un côté noir au truc, évidemment, il y a toutes les personnes qui sont vraiment dans des situations d'emprise, il y a vraiment ce truc-là, je vais juste pas en parler parce que c'est suffisamment largement étalé sur tout le reste de la sphère internet que j'ai pas besoin de revenir dessus. Mais si on prend par exemple mon magnifique petit chien, viens loulou, viens, hop. Lui, vous pensez qu'il est pas dépendant affectif? Vous pensez que ça c'est pas dépendant affectif ça? Moi, je crois que ça, c'est très dépendant affectif et que c'est pas un problème. Lui, il se demande pas si c'est bien ou si c'est pas bien d'être dépendant affectif. Il en a rien à faire parce que ça, c'est de l'amour, en fait. C'est juste de l'amour. On n'a pas fini la vidéo. Tu descends? S'il te plaît. Hop. Donc ouais, on a tellement mis sous ce terme-là de la faiblesse et un truc, ouais, comme si c'était petit, nul, minable, qu'on s'en sert même comme excuse pour ne pas prendre action. Alors qu'en réalité, c'est pas petit, nul et minable. Hein. C'est beau, c'est fort, c'est puissant. Et si on dérivait la dépendance affective qu'on a envers les autres vers nous-mêmes, dans le sens de quand on sait qu'on est dans une situation qui ne nous correspond plus et qu'on se cache derrière la dépendance affective pour rester dans cette situation-là, en disant oui mais je peux pas le quitter, je peux pas la quitter parce que je suis dépendant affectif de cette personne et que c'est pour ça que j'arrive pas à faire les bons choix, que ma tête me dit de me barrer, que ma tête sait que je suis en train de faire de la merde, que ma morale et mes valeurs sont en train d'être trahies si je reste avec cette personne, mais mon cœur me dit que... J'aimerais bien rappeler à ces gens-là qui se disent ça, que la force et l'amour que tu ressens envers cette personne, ce truc-là, il vient de toi. Hein. Il vient pas de lui ou d'elle. Hein. C'est toi qui le génère, c'est de ton cœur que ça part. Et tu pourras le recréer avec n'importe qui. Tu as la capacité d'aimer cette personne comme tu as la capacité d'aimer n'importe quel autre être humain.
Et c'est pour ça que t'es si fort et que t'es si forte. Donc juste, si t'as besoin de te barrer de cette situation, rappelle-toi que ça là, ça vient de toi, ça émane de toi. Et redirige-le vers toi-même. À ce moment-là, deviens dépendant affectif de tes propres valeurs, deviens dépendant affectif de ta propre sécurité, deviens dépendant affectif de toi-même. Protège-toi, aime-toi, défends-toi comme tu le défends lui, comme tu le défends elle. Traite-toi avec autant de bienveillance, bonté, même dans le sens sers-toi, dans le sens servir, aide-toi, sois à ton propre service comme tu l'es envers cette personne et ça va aller déjà vachement mieux. Fais les bons choix indépendamment de la dépendance affective parce que ce truc-là, c'est juste un autre mot pour décrire une façon d'aimer. Fusionnelle, certes, pas dans les normes actuelles, certes, et tout ce qu'on veut, d'accord, mais n'empêche que. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est, je sais, sûrement avec énormément d'angles morts et beaucoup de choses qu'on pourrait continuer à dire dessus. Je pense que pour une première introduction à la dépendance affective et les premiers débunkages, ça suffira. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur le sujet parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler sous plein d'angles et tout dépend un peu de la situation, etc. Ce que je voulais vraiment rappeler, je pense que je l'ai dit là, en termes de vidéo d'introduction, je pense que ça fait un bon gros dégraissage général, donc je vais m'arrêter là. Je vous rappelle à tout le monde, je vous rappelle à tous, pardon, et à toutes que vous êtes des êtres humains, donc évidemment vous faites ce que vous pouvez, et vous n'êtes pas tenus d'être autre chose que vous-même, parce que vous-même c'est déjà super. Et je sais que parfois rester dans des relations ou dans des interactions qui sont douloureuses, c'est pas facile. Je vous rappelle que la force que vous avez pour rester, vous pouvez avoir exactement la même force pour partir. D'ici là, quoi qu'il en soit, faites-vous toujours confiance et foutez-vous la paix. Vous n'êtes pas un moins bon être humain parce que vous êtes dépendant affectif. Dans mes yeux à moi, vous êtes un être humain qui n'a pas peur d'aimer pour de vrai. Et c'est plutôt joli en fait. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, je vais essayer de refaire des petites capsules sur ce sujet-là qui, à mon sens, a besoin d'être élaboré encore beaucoup plus. À bientôt, ciao. Ok. Pour ceux qui se demandent ce qui se passe entre deux prises, et ben ça, une petite pause retouche, make-up, maquillage pour que les vidéos se ressemblent pas trop quand moi je fais le montage pour que je sache quelle vidéo parle de quoi sans avoir besoin de la réécouter. Voilà. C'est pas juste pour avoir l'air plus joli, c'est aussi juste parce que ça m'aide au montage. Donc voilà, c'est ça qui se passe entre deux prises. Je, en général, me mets du rouge à lèvres et me rechange de coiffure. Voilà. Et la vidéo va pas reprendre après, hein, donc vous pouvez vous arrêter là sans aucun problème. Hop, j'arrive pas bien à voir ce que ça rend. On va dire que c'est bon. Voilà. Prête pour enregistrer le second round. Ciao. Si vous avez suivi jusque-là, merci beaucoup. Vous êtes trop mignons.